Git. Ce petit outil d'ITER est utilisé par seulement 99,9% des entreprises tech du monde. T'en as sûrement déjà entendu parler tellement il fait office de référence dans le monde du dev. Mais je vais récapituler pour les deux au fond de la classe. Git, c'est un outil qui permet de garder l'historique des modifications faites sur des fichiers dans un projet et de revenir en arrière si besoin. En gros, tu écris dans ton fichier, tu dis à Git je souhaite pousser ces modifications pour que Git les garde en mémoire. La puissance de Git, c'est pas seulement le fait de garder en mémoire les différentes versions du projet, c'est aussi l'ingéniosité avec laquelle ça a été fait. Et ça, on le doit à ce petit crack de Linus Torvalds. En fait, Git, il va pas garder l'état de tout le fichier quand tu le modifies, mais seulement de la modification comparée à l'état précédent dans la mémoire de Git. Bah oui, imagine tu écris un livre, tu pousses les modifications que tu viens d'écrire à Git, mais juste après tu te rends compte que tu as oublié un A. Au moment où tu vas pousser l'ajout du A dans ton livre, tu vas pas sauvegarder tout le livre une nouvelle fois. Non, tu vas sauvegarder l'ajout du A. Et là tu te dis peut-être, oui c'est bon, je connais Git, je m'en suis déjà servi. Ah bon, tu connais Git toi. Toi tu sais donc à quoi sert le dossier .git une fois que tu as initialisé le repo. Je parie que non. Allez viens, on recode Git. Premièrement, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'aspect local de Git. Donc on oublie tout ce qui est remote, tout ce qui est serveur. Définissons ensemble les objectifs de mon Git. Avoir un système de versionnement local qui suit les modifications des fichiers dans un projet, permet de créer des commits, de revenir à un commit antérieur, affiche l'historique des commits, gère une zone de préparation, autrement appelée staging area, stocke les objets par leur hash, ce qu'on appelle content addressed. De quelle commande on va avoir besoin ? Init, add, commit, log, statut, diff, push et checkout. Avec ça, on aura une bonne base de ce que fait Git et on aura compris à quoi sert le dossier.git. Init, pas la commande la plus intéressante en apparence, mais on commence déjà fort dans l'explication. Cette commande va initialiser les repos et créer le dossier mygit qui va ressembler à ça. Ah, et si tu te demandais pourquoi il y a un point devant le Git, c'est parce que c'est un dossier caché. C'est une manière de dire ce dossier ne devrait probablement pas t'intéresser. Si tu le vois et que tu veux le modifier, fais gaffe à pas faire de la merde. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Tout d'abord, il y a le fichier head qui sert à savoir où on est parmi toutes les branches qui existent. Mais dans le cas où head est détaché, il peut aussi contenir le hash du commit directement. Il y a le dossier object qui sert à contenir toutes les modifications qu'on apporte au fichier. On verra après comment c'est censé fonctionner parce que c'est un peu le bazar à première vue. C'est un bordel. Il y a aussi le dossier ref qui contient d'autres dossiers en temps normal, head, tag, etc. Mais comme nous on s'occupe des fonctionnalités basiques sans remote, on va avoir seulement le dossier head. D'ailleurs, le dossier head, il va servir à garder sur quel commit est la branche actuellement en créant un sous-dossier pour chaque branche. Mais c'est quoi un commit ? Un commit, c'est un ensemble de modifications réunies en même temps au même endroit. Exemple, je développe un site avec des boutons roses, puis un jour je trouve que le rose pour des boutons c'est pas terrible. Et je décide de changer pour du noir. Je vais modifier la couleur rose par du noir dans tous mes fichiers qui utilisent un bouton. Et bah, je vais pas m'amuser à pousser chaque modification à la fois. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper ensemble dans un commit. Ici, il y a plusieurs informations. Le parent va correspondre au commit précédent. Là, dans l'exemple, il n'y en a qu'un, mais un commit peut en avoir 0 ou même 2. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. L'auteur, ici, ça va correspondre à l'utilisateur qui a écrit ces modifications, en l'occurrence moi, étant donné qu'il n'y a pas de remote. La différence entre l'auteur et le committeur, c'est que le committeur, c'est celui qui va ajouter ce commit dans l'historique. Ça arrive dans le cas où quelqu'un fait un cherry pick ou un rebase, par exemple. Mais encore une fois, ça nous concerne pas ici. On retrouve aussi le message pour décrire les modifications qui contient le commit. Et enfin, le tri. Un tri dans Git, c'est une photo appelée snapshot de l'état du repo à un instant donné. C'est-à-dire qu'il contient la structure des dossiers et fichiers à un moment précis. Bref, retour au dossier head. Ce dossier va donc servir de point de repère dans l'océan de commit qu'un projet peut contenir et va dire telle branche est sur le commit 64B par exemple. Ouais, c'est pas mal d'infos pour une si petite commande, mais accroche-toi parce que c'est pas encore fini. La commande add. Dans le dossier head, on va aussi trouver un fichier, index, mais qui lui sera créé seulement lors du premier appel de la commande add. C'est un fichier binaire qui va stocker l'état intermédiaire qui va être ajouté dans le prochain commit. La commande add va faire plusieurs choses. Récupérer le contenu du fichier qu'on veut ajouter et créer un blob qui va ressembler à ça. On précise que c'est un blob en indiquant le mot-clé blob. On ajoute la taille du fichier qui va permettre de s'assurer que le blob est unique. Un \0 pour séparer les informations. Et enfin, le contenu du fichier. Ensuite, Git, dans sa version moderne, calcule le hash de ce blob avec SHA-256 qui sera composé de 64 caractères. Puis, il va compresser le blob avec une librairie de compression nommée zlib. Pourquoi hacher le contenu du blob ? Le fait de le hacher va permettre d'avoir un identifiant unique, court, de seulement 64 caractères. En plus de ça, un hash a une particularité. Modifie un seul caractère donné en entrée et la sortie sera totalement différente. Donc en entrée, on peut avoir un fichier de 1000, 10 000, 100 000 lignes, on peut le résumer à un hash de 64 caractères. Et là, ça y est, on a tout. Il ne reste plus qu'à sauvegarder tout ça dans un sous-dossier de object. Exemple. Imaginons qu'on ait un hash d'un blob égal à 37B3
et 60 autres caractères. Le dossier object contiendra un sous-dossier nommé 37 et ce dossier contiendra un fichier nommé B3 plus 60 autres caractères. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre, mais rappelez-vous, je vous ai dit que Git était utilisé aussi pour l'ingéniosité avec laquelle cela a été fait. En fait, ça va utiliser le fonctionnement de l'ordinateur pour optimiser ses performances. Dans un projet, on peut avoir des milliers et des milliers de commits. Le fait de les séparer par les deux premiers caractères dans des sous-dossiers, ça permet de réduire la complexité avec laquelle Git doit manipuler les commits. Imagine que je te donne un hash de 40 caractères et tu dois chercher manuellement parmi 1000 hashes différents celui qui correspond au tien. Bon, c'est long et fastidieux. Maintenant, imagine que tous ces commits sont rangés dans des sous-dossiers et au lieu d'avoir 1000 hashes, tu as une vingtaine de commits qui commencent par les deux premiers caractères de chaque hash. Une fois que j'ai trouvé le dossier qui correspond aux deux premiers caractères, je me retrouve avec peut-être 30 hashes complets dans mon dossier. Bon, une fois que le blob est compressé et ajouté dans le dossier object, il faut mettre à jour le fichier index sous la forme chemin hash metadata. Bon, je vais pas stocker les metadata, c'est un peu long à faire et pas forcément intéressant d'un point de vue pédagogique, mais souvenez-vous que ça va être intéressant pour la suite. Et voilà, deuxième commande de fait. Commit. C'est cette commande qui va créer le commit et donc sauvegarder l'état à un instant T de notre projet. Donc au moment où on commit, Git regarde l'index pour savoir ce qui doit être enregistré dans le nouveau commit. À partir de ça, il crée un tree, c'est-à-dire un objet qui va contenir l'état du repo à un instant donné. Ensuite, il crée l'objet commit. Pour ça, il récupère le hash du dernier commit en allant le lire dans le fichier head. Puis en lisant le contenu dans object, préfixe, suffixe. Le commit doit respecter cette forme-là. Le tree, qui va correspondre au hash du tree contenu dans le dossier object, le hash du ou des parents, l'auteur du commit, le committeur et le message du commit. Une fois qu'on a cet objet commit, il faut qu'on le hash et qu'on le compresse pour pouvoir le sauvegarder à son tour dans le dossier object. Puis, dernière chose, on met à jour là où pointe notre branche. Exemple, si on est sur la branche main, alors on va mettre à jour le fichier ref head main. Troisième commande de fait. Let's go, on passe à la suite. Pouvoir sauvegarder son travail, c'est bien, mais quand on collabore, on peut avoir besoin de regarder qui a fait quoi. Pour ça, la commande log est idéale. Elle permet de voir l'historique des commits avec différentes informations du commit qu'on vient de voir dans la commande précédente. Ce que fait la commande log, c'est lire head pour connaître sur quelle branche on est, lire le fichier ref heads correspondant à la branche pour connaître le dernier commit où on est, puis charger et décompresser l'objet, pour enfin afficher les informations à propos du commit. Le hash, le message, l'auteur, le committeur, bref, vous commencez à connaître. Et si elle trouve un hash du parent, on recommence l'opération en allant chercher cet objet dans le dossier object, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La commande checkout va permettre de bouger où nous sommes dans notre historique Git. Exemple, je vois qu'un bug est présent, je m'en rends compte sur le commit 64p, et je veux savoir quelle ligne dans mon code crée ce bug. Pour ça, je peux checkout sur un commit antérieur assez vieux, imaginons le 37f, et je regarde si le bug est présent à cet endroit. Et je peux naviguer entre les commits comme ça. Ce que va faire la commande checkout, c'est lire le hash passé en argument, trouver l'objet qui correspond dans le dossier object, décompresser l'objet avec la zlib, lire son contenu, identifier le hash du tree contenu dans le commit, lire l'objet tree correspondant et le décompresser aussi, et ensuite parcourir ce tree pour remettre notre projet à l'état de ce commit. Et voilà, cinquième commande de fait, la commande statut. Vous vous souvenez quand je disais qu'il y avait d'autres informations sauvegardées dans l'index au moment du add? Et bah c'est maintenant qu'elles vont avoir une utilité. La commande statut nous donne l'état du repo à un moment T. Ça permet de savoir quels fichiers ont été supprimés, modifiés depuis le dernier commit, ou encore de savoir s'ils ont été add et prêts pour un commit. La commande statut, c'est là qu'on voit le travail de Linus Torvalds, parce que lors de mes essais, j'ai volontairement pas sauvegardé les métadonnées de mes fichiers, et ça se voit quand on réalise cette commande. Parce que le fait de sauvegarder les métadonnées nous permet d'éviter pas mal d'opérations et donc de gagner du temps. La commande statut, elle va lire le fichier index, récupérer le hash de tous les fichiers, lire le contenu des hashes de chaque fichier dans notre dossier de travail, donc tout le repo sans le dossier .mygit et le contenu du fichier gitignore, et enfin lire le contenu du dernier tree. Une fois qu'on a tout ça, on regarde quoi afficher et comment. Si le hash d'un fichier est présent dans un commit, dans l'index et dans notre zone de travail, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification. Si notre hash est présent dans un commit et dans l'index, mais qu'il est modifié dans notre zone de travail, et ben dans ce cas-là, ça veut dire que notre fichier est modifié. Si notre hash est présent dans l'index et dans notre zone de travail, mais pas dans le commit, ça veut dire qu'il a été ajouté, il est en attente de commit. Et s'il est présent seulement dans notre zone de travail, donc pas dans notre index ni dans un commit, ça veut dire qu'il est non suivi, il est nouveau. Et enfin, s'il est supprimé de notre zone de travail mais encore dans l'index, ça veut dire qu'au prochain commit, on supprimera ce fichier. Allez, on reste concentré et on passe à la dernière commande, diff. L'objectif de la commande diff est de montrer les différences entre l'état actuel du projet dans notre zone de travail et l'état qui est enregistré dans l'index. Si le fichier est présent dans l'index mais modifié dans la zone de travail, alors tu vois la différence entre les versions dans l'index et la version actuelle. Si le fichier est nouveau dans la zone de travail et pas dans l'index, il apparaît comme un ajout, fichier non suivi. Si le fichier est présent dans l'index mais supprimé de notre zone de travail, alors diff te montrera que le fichier a été supprimé. Voilà, maintenant vous avez compris comment fonctionne la base de Git. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça, car je ne gère pas le remote, mais étant donné que 99% du temps on ne travaille pas avec le remote, c'est pas trop grave pour comprendre.